Bonjour Blandine, bonjour Wilfried, c'est vraiment un plaisir de faire cette interview avec moi, avec nous. Voilà, tout d'abord, merci d'avoir accepté. Et ensuite, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Merci déjà de nous recevoir un petit peu chez toi aussi. Merci, bonjour à tous. Et je te laisse. Honneur aux femmes. Ouais. Alors moi je suis Blandine, je suis l'auteur et co-administratrice de Bimove, d'un livre sur le paléo, sur l'origine paléo. Et puis voilà, à côté de ça, je suis une femme, maman d'un petit garçon, comme beaucoup d'autres. Voilà. Et puis moi je suis Wilfried. Je suis aussi donc co-admin du site BeMove, de la communauté Paléo France, qui est une grosse communauté paléo justement en France. Et voilà, avec Blandine, du coup, on gère tout ça et c'est une de nos passions de parler de santé, de bien-être. Voilà. Ok, super, merci pour cette présentation. Alors, pourquoi j'ai souhaité faire cette interview? Parce qu'en fait, je suis allée justement voir votre site BeMove et j'ai eu l'impression que vous ne mangez pas pour vous remplir l'estomac, vous ne mangez pas non plus juste pour vous faire plaisir à manger des choses, des énormes gâteaux, des choses comme ça. J'ai le sentiment que vous mangez pour être en bonne santé et c'est déjà pas mal. Est-ce que je me trompe? En fait, pas que. Manger, c'est un plaisir aussi, il faut pas oublier ça. Mais si on peut allier en tout cas le plaisir à la santé, bah du coup c'est top. Mais surtout qu'en plus, en mangeant sainement, on a plus de plaisir au final parce qu'on est en meilleure santé, parce que ça a du sens en fait. Manger sainement, ça a juste du sens. Et c'est pas une contrainte. Pour beaucoup, justement, l'alimentation saine, c'est manger des carottes vapeur toute la journée. Et nous, on montre justement à travers notre site que c'est pas du tout ça. On peut manger sainement en se faisant plaisir, en faisant des bons petits plats qui sont à la fois jolis, gourmands, qu'on peut manger avec notre famille, qu'on peut, voilà, même limite, qu'on peut dans des restaurants, hein, parce qu'il y a des restaurants qui reprennent nos recettes. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. C'est montrer que alimentation santé rime avec plaisir. Ça, Excuse-moi, je te coupe. Ça éveille aussi la curiosité parce qu'on se rend compte qu'il y a plus. C'est un peu comme quand on met un doigt dans un engrenage. Quand on commence à s'intéresser aux fruits et aux légumes, on se rend compte qu'il y a énormément de possibilités. Et c'est aussi juste pour combler ma curiosité. Moi, j'aime bien me pencher sur diverses recettes. Et ça aussi de redécouvrir des choses, ma foi, un petit peu oubliées, parce que l'alimentation moderne, elle est très traditionnelle. Souvent, les gens ils disent que en mangeant un peu comme aujourd'hui, voilà, l'alimentation classique, on mange varié. En fait, c'est souvent faux. Hein. Monsieur et Madame tout le monde mangent toujours un petit peu les mêmes plats, et on se rend compte qu'il y a plein de légumes, par exemple, qui sont oubliés, plein de recettes, on va dire un petit peu de nos grands-mères qui sont très très bonnes et qu'on fait qu'aujourd'hui. Donc, c'est aussi montrer ça, c'est revenir à des fondamentaux, à manger le maximum de choses variées et que souvent bah, on a un peu oublié dans le monde moderne. D'accord, ouais, donc pour vous, manger varié, manger sain, se faire plaisir, ça correspond à l'alimentation paléo, donc c'est ce que vous dites sur votre site. Mais je veux dire, c'est déjà difficile de faire à manger tous les jours, de faire des repas maison, de contenter tout le monde en fonction des goûts. Et en plus, vous avez choisi de, je dirais comme ça, une contrainte de suivre le régime paléo. Comment faites-vous? Enfin, parce que voilà, c'est déjà difficile de faire à manger une maison et en plus vous ajoutez une contrainte. Est-ce que c'en est Alors, vraiment une? Comment ça les se gens peuvent passe? définir le paléo parce que je suis pas sûr que tout le monde qui écoute cette vidéo sache ce que c'est précisément que le paléo. On pourrait croire que c'est le côté paléolithique, donc voilà, manger des dinosaures et se promener en string léopard, et en fait non. Manger... Moi, je suis une léopard. Oui, mais ça, faut pas le dire. Non, le régime paléo, en fait, le mot régime, il faut se méfier parce que régime peut dire restrictif. C'est comme on dit le régime méditerranéen, par exemple. C'est pas un régime en soi restrictif, c'est un type d'alimentation. Donc le mot régime ici, au sens type et pas au sens restriction, c'est pas un régime amaigrissant, par exemple. Et c'est une façon de s'alimenter. Voilà. Comme le régime végétarien, c'est une façon de s'alimenter. Exactement, voilà. Et paléo, en fait, rapporte effectivement, alors au tout début, au côté un petit peu nos ancêtres, qui est, on va dire, il y a une sorte d'idéal sur nos ancêtres. Alors, on va pas forcément le mettre d'ailleurs à l'époque paléolithique, on va dire nos ancêtres en règle générale, avant l'époque industrielle, où on mangeait beaucoup plus d'aliments qui venaient de la terre, beaucoup plus d'aliments naturels, où la nourriture n'était pas industrialisée.
et on essaie de revenir un petit peu à cet idéal. Alors c'est un idéal qu'on peut pas atteindre parce qu'aujourd'hui, à moins de chasser des propres animaux, d'avoir son propre potager, c'est extrêmement compliqué en fait. Mais on essaie de s'en rapprocher de façon idéale. C'est-à-dire notamment en prenant des légumes, des fruits bio, qui ont été cultivés de façon la plus raisonnée possible. Si on mange des animaux, des animaux qui ont été élevés de façon respectueuse et pas en mode industriel. Et c'est vrai aussi qu'on va éliminer certains types d'aliments, comme par exemple les céréales ou les produits laitiers. On peut en parler pendant des heures, mais on se rend compte en fouillant un petit peu, notamment dans la littérature scientifique et aussi en pratique, que aujourd'hui les céréales modernes et le lait, notamment le lait de vache, provoque pas mal de problèmes de santé. Donc, et beaucoup de gens en fait ont des améliorations concrètes sur leur santé en enlevant ces deux types de familles d'aliments. Donc voilà. Aujourd'hui. Je me permets aussi de rebondir. Le terme moderne est important dans le céréales parce que c'est vraiment les céréales modernes qui sont néfastes pour notre corps. Ce ne sont pas les céréales ancestrales. C'est vraiment les céréales modernes qui ont été trafiquées par tous les ingénieurs agronomes. Notre corps n'a pas eu le temps de s'adapter à tous ces changements. Et c'est pour ça qu'ils sont délétères pour nous. C'est vraiment les céréales modernes que l'on trouve en grande majorité dans l'industrie agroalimentaire. Et parce qu'aujourd'hui, les céréales, c'est la base de l'alimentation en fait de beaucoup de personnes. Notamment, voilà, si on fait un gros cliché, on base beaucoup l'alimentation moderne sur tout ce qui va être les pâtes, les pizzas, les plats préparés, etc., qui sont très riches en céréales. Et malheureusement, ça ne devrait pas être la base de l'alimentation, ça devrait être éventuellement une toute petite partie. La base, ça devrait être les légumes, qui sont beaucoup plus riches en micronutriments notamment. Donc voilà. Et c'est vrai comme disait Blandine. Voilà. Et comme disait Blandine, effectivement, aujourd'hui les céréales modernes sont extrêmement modifiées parce que comme c'est la base de l'alimentation et que il faut en produire des quantités astronomiques, et bien pour répondre à des besoins des besoins en fait énormes, et bien en fait on modifie le génome, on modifie voilà le vivant, et les céréales sont vraiment les championnes pour ça en fait, on va dire. Okay. Et donc, pour revenir à ta question, excusez-moi, du coup, on l'a un peu oublié. Pourquoi, en fait, on est passé à cette alimentation? C'était ça, je crois. Pourquoi on s'est mis ce boulet en plus? Ah oui, pourquoi, en fait, on s'est mis ces contraintes? Tu peux en parler, Blandine, l'origine de tout ça, en fait? Alors oui, alors moi, déjà, à la base, j'aime cuisiner. Donc, c'est pas une contrainte pour moi de faire à manger. Parce que ça a du sens, en fait. J'ai grandi dans cet environnement-là où, quand on mange, on cuisine ce qu'on mange. Enfin, c'est la base. Pour moi, c'est la base. Donc déjà, j'avoue que c'est pas une contrainte de faire à manger, puisque ça a du sens. Et le côté paléo, on en parlait avant cette interview du régime végétarien. J'ai été végétarienne avant de me mettre au paléo, parce que j'ai toujours été intéressée par comment s'alimenter et pourquoi. C'est voilà, comme un carburant pour une voiture, qu'est-ce qu'on met dedans et pourquoi, ça a du sens. Et j'avais tenté le régime végétarien, il manquait des choses, et puis Wilfried m'a parlé du régime paléo comme ça, et ça me semblait, en lisant les grandes lignes, ça me semblait évident, ça avait du sens, encore une fois, c'est un terme qu'on emploie souvent, c'est mettre du sens dans les choses. Et puis je me suis dit, tiens, bingo, on va tenter, on va essayer, et justement moi qui ai cette curiosité de tester des choses, ça comblait ma curiosité naturelle, dans le sens où je suis allée chercher de nouvelles recettes, et puis je me suis plantée parfois, et ça c'est frustrant parce que en plus je suis boulangère à la base, mon métier de base. Oui, je suis boulangère, donc j'ai fabriqué des tonnes et des tonnes de pain, de croissants, etc. Donc j'ai dû tout réapprendre, dans le sens où je sais faire plein de choses grâce au blé, au beurre, au lait. Ça, j'ai appris à faire des recettes à base de ces ingrédients-là que je fuis maintenant. Mais justement, c'était hyper intéressant de refaire des recettes en utilisant des alternatives. Alors, comme je disais, je me suis cassé la gueule parfois, mais justement, je retentais, et puis et encore une fois, ça avait du sens, quoi. Justement, c'est d'allier des bonnes choses pour notre corps, et en faisant quelque chose de sympa, quoi. Autant gustativement parlant que visuellement, et ça, c'est hyper valorisant. Et juste pourquoi aussi moi je me suis mis à l'alimentation paléo, c'est aussi parce que ça a eu des résultats concrets sur ma santé, en fait. Moi, quand j'ai connu Blandine, j'ai envie de dire un petit peu le stéréotype dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire voilà, une alimentation qui était beaucoup basée sur les céréales, je buvais pas mal de lait de vache,
et j'avais des petites pathologies en parallèle, pas très méchant, mais tu vois, genre rhinite chronique, j'avais des allergies saisonnières, notamment le rhume des foins. J'étais pas non plus, voilà, j'étais pas en manque d'énergie, mais j'étais pas non plus le gars à avoir la grosse niaque tout le temps. Et du coup, quand je me suis mis à changer d'alimentation, eh bien, j'ai vu que tous mes petits problèmes de santé en fait ont disparu, et je me suis dit, bah voilà, c'est pas le hasard en fait, quoi. Et derrière, bah, ça a complètement pas changé ma vie, mais ça a apporté beaucoup de bien-être dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de transmettre aussi via Bimove, c'est expliquer aux gens que l'alimentation, c'est un des piliers essentiels de la santé, et qu'en modifiant, eh bien, on peut déjà s'enlever beaucoup de pathologies, quoi. Alors justement, je rebondis sur ces petits bobos dont parle Will. Pour lui, ça lui semblait anodin en fait ça. Oui, il avait toujours le nez un peu bouché, des petits boutons. Enfin, comme 90% de la population, on a des petites choses un peu gênantes, mais c'est comme ça. Et en fait, c'est là où moi parce que les produits laitiers, ça fait plus de 10 ans que j'en bois plus de vache. Et quand je le voyais boire son bol de lait tous les matins et puis sa grande baguette de pain, c'est là où j'ai pointé du doigt et je me suis dit, tu sais que le lait de vache, c'est pas vraiment fait pour les humains, etc. Et il a eu la phrase que la plupart des gens nous disent, oui, mais bon, ça fait 30 et quelques années que j'en bois et je vais très bien. Sauf que non, il avait quand même des petits symptômes, donc il faisait pas attention parce que ça... Voilà, parce qu'en fait, on l'accepte comme étant fait partie de notre vie. Beaucoup de gens, en fait, aujourd'hui, en fait, ont des symptômes comme des allergies, des choses comme ça, ou des boutons sur le visage, et puis ils se disent, bah, c'est comme ça, c'est génétique, j'ai pas eu de chance, à la grande loterie de la génétique, ben, j'ai pas eu de bol, quoi. Et on se rend compte que non, ça a rien à voir avec la génétique. On parle, nous, de plus en plus d'épigénétique, c'est-à-dire, en fait, que notre environnement influe sur, notre génome, sur l'expression de nos gènes. On se rend compte que, l'alimentation, entre autres, permet de moduler tout ça, quoi. Donc, clairement, ça a eu un impact, hein. Il faut pas attendre d'avoir un cancer, la polyarthrite, etc., des maladies, des grosses maladies, je mets des guillemets, pour faire quelque chose. Non, on a forcément des petits symptômes qui sont en tout cas des signaux d'alerte. Ok, merci. Je voudrais revenir vraiment sur l'alimentation paléo. Wilfried, tu as dit il y a déjà quelques minutes que c'est pas l'alimentation des hommes des cavernes, mais on se rapproche le plus possible de l'alimentation de nos ancêtres de la période pré-industrielle. Ça correspond à quelle génération? Vis-à-vis de toi, on doit, comme vous et moi, on aura entre une trentaine d'années. C'est quoi, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents? J'aime bien dire en fait l'origine grands-parents, parce que effectivement nos grands-parents, quand on rencontrait avec Blandine, avaient en fait cette culture de beaucoup plus prendre soin de leur santé, alors pas directement. Ça, le pire, c'est qu'ils n'étaient pas forcément des gens aussi connectés que nous, ils n'avaient pas ce savoir qu'on a aujourd'hui, mais indirectement, en cultivant leurs propres légumes, en consommant leurs propres animaux, en allant prendre le soleil tous les jours, parce que quand on est à la ferme, il faut être souvent dehors, en marchant, en allant s'occuper de son jardin, en fait, c'était tout bêtement quelque chose de très naturel, et pourtant, c'est une des bases, c'est partie des bases pour être en bonne santé, justement. Or, aujourd'hui, si on regarde comment on vit, on va dire monsieur aime tout le monde, c'est consommer des produits industriels, des plats préparés, c'est rester assis à un bureau de 9h à 19h, et puis arriver chez soi, s'asseoir devant sa télévision, et aller se coucher avec une tablette pour checker ses dernières notifications Facebook. Bien sûr, c'est un peu stéréotypé, il y a des gros clichés, mais je pense que les gens qui se reconnaissent un peu là-dedans, quoi. Et justement, quand on compare ce style de vie à nos grands-parents, on se rend compte qu'il y a finalement énormément de choses qui sont complètement opposées. Et je dis pas que nos grands-parents avaient une vie idéale, qu'ils n'avaient pas du tout de maladie, mais en tout cas, il y a des maladies qu'on a nous aujourd'hui que eux n'avaient pas. On appelle communément les maladies de civilisation. Et on se rend compte que justement, en essayant de se caler non pas sur leur style de vie, parce que c'est quasiment impossible aujourd'hui, mais en s'en inspirant. Encore une fois, c'est un modèle et c'est pas une secte ou autre chose, c'est un modèle, c'est un idéal. Et bien on se rend compte que justement, on arrive à mettre au silence pas mal de maladies de civilisation, comme j'expliquais tout à l'heure. Hein. Déjà, il y a un chiffre que j'aime bien prendre, c'est on estime à peu près que 80% de ce qu'on trouve dans les supermarchés actuels n'existait pas il y a 50 ans. Enfin, 50 ans à l'échelle de l'humanité, c'est rien. Je connaissais pas ces statistiques. En fait, t'enlèves les fruits, les légumes, la viande et le poisson, tout le reste ça n'existait pas en gros, ça doit être ça, c'est 20%. Et quand on a tous en tête l'image d'un supermarché, c'est énorme, tous les produits emballés, industriels, etc. C'est énorme, c'est 80% de ce que propose un supermarché. Et tout ça, on n'est pas fait pour consommer ça. Et en fait, il s'est écoulé
2-3 générations en fait entre ces deux extrêmes, entre je vis dehors, enfin, faut pas c'est schématisé, hein, je vis beaucoup dehors, je mange des produits naturels, enfin le plus naturel possible, et aujourd'hui en 2017 au moment d'enregistrer cette vidéo où je consomme beaucoup de produits manufacturés et je suis très sédentaire, il s'est écoulé quoi? Il s'est écoulé 2-3 générations maximum, et clairement en fait en très peu de temps on se rend compte que il y a beaucoup de pathologies qui sont arrivées, et après ce qu'on nous dit souvent, c'est que oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, on vit de plus en plus vieux. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit souvent, en fait. C'est pas faux. Si on regarde la statistique purement de l'INSEE, etc., on se rend compte que, effectivement, la durée de vie augmente parce que la médecine fait des progrès, parce que globalement, on a un style de vie qui, même certes, est pas idéal, qui est quand même relativement confortable, ce qui fait que voilà, il y a quand même des choses positives. Par contre, ce qui diminue, c'est l'espérance de vie en bonne santé, ce qu'on appelle le VSI, qui est en fait l'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire en fait en ayant la pleine possession de ses moyens. On rencontre encore aujourd'hui des personnes âgées qui font du sport, qui bougent, qui sont très actives, mais c'est vrai que si on regarde un peu le standard, on se rend compte qu'on a beaucoup de personnes âgées en fait qui sont sous traitement, qui ont des pathologies assez graves, et plus ça va aller, malheureusement, moins ça va aller. Le VSI en fait est en diminution, alors que l'espérance de vie est en augmentation. Donc ouais, on est malheureusement de plus en plus assisté et handicapé, quoi. Mais je suis assez bien placée pour le savoir. Je suis soignante, donc je travaillais à l'hôpital. Donc des gens qu'on maintient en vie, j'en ai vu beaucoup. Et pour moi, c'est pas ce jeu en fait. Je veux pas vivre vieille, mais en mauvaise santé. Donc voilà. Ou même, on va rebondir un peu sur ma question suivante. Vivre vieille ou en mauvaise santé, mais même être jeune et en moins bonne santé. Exactement. Justement, j'ai une petite question à ce propos. On a déjà un peu parlé, mais concrètement, est-ce que vous pouvez me citer 3, ce qu'on va dire, maladies que vous aviez avant, que ce soit un maux de tête, un maux de ventre ou quelque chose récurrent, et que depuis que vous avez fait ce régime paléo, que vous avez commencé, vous n'avez plus du tout. 3 exemples concrets, si tu veux bien commencer, Blandine, honneur aux dames. Alors moi, j'avoue que j'en avais pas beaucoup, puisque j'avais déjà une alimentation relativement saine avant, ce que j'expliquais tout à l'heure. J'avais une alimentation quasiment végétarienne avant le paléo. Justement, si. À être passé au paléo, j'ai eu plus de dynamisme que j'avais perdu justement. J'avais des carences en tant que végétarienne. Plus de dynamisme. Je m'endormais aussi plus facilement en passant au paléo. Et puis c'est les 2 seuls qui me viennent. Au niveau de la peau. Comme je continuais à consommer des produits laitiers, pas du lait, mais des produits laitiers type yaourt, etc. Enfin, pas du lait pur. Je pouvais avoir des boutons. Pareil quand je mangeais du gluten aussi. J'avais des boutons quand je mangeais du gluten. Voilà les 3 types de symptômes que j'avais. Okay. Et moi, du coup, ouais, comme j'expliquais tout à l'heure, moi j'avais donc rhume des foins, donc c'était vers mai-juin, où je pouvais avoir des grosses crises en fait où j'éternuais, je pouvais les yeux qui pleuraient, voire des fois j'ai eu des moments où je pouvais à peine sortir de chez moi parce que c'était tellement fort que ça m'handicapait complètement. Donc ça aujourd'hui j'ai pu. J'avais donc une rhinite un peu chronique, c'est-à-dire que j'avais toujours une narine bouchée. Bizarrement, après les symptômes dépendent de chacun, mais moi en tout cas j'avais une narine tout le temps bouchée. Et puis une acné un peu résiduelle, c'est-à-dire que j'étais en fait un adolescent avec pas mal d'acné et elle a duré jusqu'à mes 30 ans. Et avec du recul, en fait, c'est pas normal. On dit souvent c'est génétique, machin, etc. Et en fait non, on se rend compte que l'alimentation a un impact très fort comme disait Blandine, sur la qualité de la peau. Et aujourd'hui, notamment par rapport à moi, avec des gens avec qui je fais du coaching, alors là, c'était nos pathologies qui se sont un peu mis au silence, mais moi je pense qu'il y a d'autres aussi, des gens qui ont des spondylarthrites par exemple, des gens qui ont du diabète, le type 2. La liste elle est assez conséquente en fait, parce que fibromyalgie. Voilà, on se rend compte que finalement il y a beaucoup de pathologies modernes qui sont liées, comme j'expliquais tout à l'heure, à notre style de vie, et qu'en reprenant soin de notre vie, tout simplement, donc alimentation, activité physique, bien-être, etc. Eh bien, il y a pas mal de pathologies qu'on met au silence, clairement. Et pour rebondir sur ta rhinite, ta narine bouchée, du coup, tu ronflais aussi. Forcément. Et après, tu ne ronflais plus. Ça, c'est bien. Forcément, avec une narine bouchée, on reste carrément bien. Et, ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont justement des ronflements ou même des problèmes digestifs. Moi, tous les gens qui me disent typiquement après manger, j'ai le ventre gonflé, par exemple,
ou Nous, on n'a pas le coup de barre après manger. voilà, ou qui par exemple le matin à 10-11 heures au bureau, un gros coup de barre, effectivement, comme disait Blandine. Enfin ça, typiquement, quand on mange paléo, on l'a pas. Le coup de barre avant le repas, on l'a pas, et le coup de barre aussi après le repas, on l'a pas, puisque notre corps, il peine pas à digérer. Et le avant repas, on l'a pas, puisque au petit-déj, on prend un petit-déj qui nous apporte de l'énergie jusqu'à... Typiquement, le petit-déj traditionnel que je prenais avant, c'est très riche en glucides. Si on prend du pain, le pain c'est très glucidique et du coup, je n'en parle pas dans les détails, mais grosso modo, ça génère en fait un coup de pompe de manger autant de glucides en fait 2-3 heures après le repas. C'est normal, c'est le métabolisme qui est comme ça, c'est le système hormonal. Et inversement, si on prend un petit déjeuner qui est plutôt riche en protéines et en bons lipides, eh bien, on n'a pas ce coup de barre là et on pète la forme toute la matinée, quoi. J'ai vu sur votre blog, il y a un café avec du gras dedans, c'est ça? Ouais, tout à fait. Hein. Ça s'appelle le café gras, donc c'est un café avec de l'huile de coco. Donc ça a pas mal de bienfaits. Alors c'est pas le mélange en tant que tel qui est spécial, c'est pas une recette magique, c'est juste de consommer du gras le matin en fait. Le gras, notamment le gras de la noix de coco, a plein de bienfaits et beaucoup de gens en fait pensent que le gras justement c'est pas bon pour la santé. Tu sais, il y a la fameuse phrase qui dit ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Alors le trop sucré, trop salé, je suis plutôt d'accord. Par contre le trop gras, ça veut rien dire parce qu'il y a le gras et gras. Beaucoup de gens pensent que le gras c'est le gras en général, alors que nous on distingue bien le bon gras, comme par exemple l'huile d'olive, le gras de coco, les avocats, le saumon, tous les oméga 3. Voilà. Et puis le mauvais gras. Alors, je prends extrait, hein, donc tout ce qui est frites, tout ce qui est toute la junk food en fait que tu peux rencontrer en général, qui est très gras, mais le gras pas bon quoi. Par contre, le gras qui vient de la nature, en règle générale, il est plutôt bon et faut en consommer pas mal. Beaucoup de gens justement ne consomment pas assez gras en fait et ça apporte des problèmes de santé. Beaucoup de carences et on parlait de la peau aussi. Pour avoir une belle peau, c'est essentiel de manger du bon gras, puisque on est composé de lipides et pour notre cerveau, aussi. Notre cerveau est composé de gras principalement. Donc, Ok, merci pour toutes vos réponses. Avec tous les bienfaits que le régime paléo vous apporte, je pense que notre audience va être intéressée par savoir, d'accord, c'est bien, ça apporte plein de bienfaits, mais qu'est-ce que c'est, comment on fait, par où on commence? Alors, pour répondre à toutes ces questions, un peu, déjà, je vous demanderai un peu qu'est-ce que c'est le régime paléo, qu'est-ce qu'on doit consommer et pas consommer dans les grandes lignes. Et ensuite, peut-être présenter chacun 1, 2 ou 3 astuces pour bien commencer le régime paléo, si vous avez envie. Tu commences ? Donc déjà, en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, revoir un petit peu la base de sa pyramide alimentaire. Aujourd'hui, alors une fois, je schématise un petit peu, mais volontairement, c'est pour que ce soit plus simple. Hein. Donc aujourd'hui, la base de la pyramide alimentaire pour beaucoup de gens, sont les céréales. Donc ça, déjà, on va essayer non pas de supprimer du jour au lendemain, parce que ça va être un peu compliqué, mais de diminuer fortement et de remettre une grande part de végétaux dans son alimentation. Donc c'est-à-dire des légumes et des fruits, en fait, principalement, quoi. Ensuite, donc, essayer de consommer des produits animaux, mais de bonne qualité. C'est-à-dire essayer d'en consommer moins, mais de bonne qualité. Donc, c'est-à-dire que typiquement, se dire chaque repas doit être composé d'un morceau de viande avec un peu de légumes pour décorer, on oublie. C'est l'inverse, c'est on met beaucoup de légumes pour avoir une bonne assiette riche en micronutriments et éventuellement un peu de produits animaux, mais par contre choisis avec qualité. Donc, c'est-à-dire bio si possible. Donc, c'est-à-dire des animaux qui ont été élevés normalement dans le respect. Essayer de prendre de pas en consommer tous les jours aussi, hein, parce que c'est vrai que avoir des bons produits animaux aujourd'hui c'est objectivement compliqué, ça va pas se mentir. On parlait de la chasse par exemple, hein, chasser ces animaux c'est compliqué et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le fait. Donc du coup on va en grande surface, on va chez le boucher et c'est compliqué de trouver de la bonne viande. Donc essayer de se dire non pas je vais en manger tous les jours, mais je vais en manger peut-être 1, 2, 3 fois maximum par semaine, mais par contre choisir des bons aliments. Et finalement, ça va pas nous coûter plus cher parce que si je mets un budget viande tous les jours, si ce même budget, du coup, je le réutilise pour acheter en fait des produits de qualité, il y a de fortes chances que ça coûte pas forcément plus cher. Donc voilà, remettre aussi du bon gras dans son alimentation, comme on disait tout à l'heure, hein, donc ne pas hésiter, donc des petits poissons gras, l'huile d'olive, les avocats, les oléagineux, beaucoup d'amandes, noisettes, des noix en tout genre. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des aliments qui sont souvent un peu oubliés en fait, ou qui sont juste mis en tant que décoration et ça apporte plein de bonnes choses.
Donc voilà, et puis une petite astuce pour démarrer, pourquoi pas d'ailleurs commencer par le petit déjeuner. C'est souvent là où les gens voient les bienfaits assez rapidement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi j'ai pas mal d'élèves, dès qu'ils ils modifient leur petit déjeuner, en fait ils se disent waouh, effectivement comme je disais tout à l'heure, j'ai plus le coup de barre, etc. Et ça les emmène à se dire ah ok, donc si je modifie aussi mon repas du midi, le repas du soir, etc. Donc c'est un bon point pour démarrer. Essayer de changer de petit déjeuner et de consommer moins de glucides et de revenir à des bonnes choses. Et on peut consommer un petit déjeuner en fait gourmand, parce que souvent les gens disent ouais mais moi le matin c'est compliqué pour manger. Donc un petit déjeuner gourmand mais qui est pas justement basé sur la céréale. Je vais rebondir sur quelque chose sur ce qu'on avait éliminé de notre alimentation. Non, c'était pas ça la question de base. Non, c'était comment manger paléo. En fait, il y a des astuces du coup pour bien démarrer. Je pense qu'on a dit pas mal. Si, non, oui, je pensais à quelque chose tout à l'heure. Quand tu parlais de contraintes avec l'origine paléo, moi au contraire, je trouve ça beaucoup plus simple en fait de manger paléo. Quand je dis manger paléo, alors que en fait j'utilise très peu ce terme-là, c'est revenir au principe de base en fait, et je trouve ça beaucoup plus simple parce qu'on mange bien souvent cru. Enfin, on évite aussi la longue cuisson qui limite beaucoup de nutriments, etc. Donc on mange beaucoup cru, des aliments de base classiques, sans les mettre dans de la sauce, dans du sucre, voilà. Finalement c'est plus simple parce qu'on revient à des produits naturels de base et on se prend moins la tête parce que effectivement on a des grandes familles d'aliments. Donc on en revient donc aux végétaux. Un petit peu de viande, poisson, pas mal d'œufs, on consomme pas mal d'œufs. Mais je trouve ça beaucoup plus simple finalement que de se perdre dans tous ces plats industriels et puis finalement c'est pas des contraintes en fait. Je vois pas ça en termes de contraintes. Oui, en fait tu réponds un peu à ma question suivante. Ma question suivante, ça allait être bon, ok, mais notre audience qui nous écoute n'a pas forcément beaucoup de temps pour cuisiner. J'allais vous demander si justement ça prenait plus de temps au quotidien, si c'était vraiment dur à mettre en place. Mais je pense que Blandine, t'as tout bien répondu. En fait, ça peut être compliqué au début. C'est juste un reformatage. Remplacer la farine de blé par différentes farines, sarrasin, de coco, etc. Enfin, différentes farines. C'est juste un reformatage. C'est changer, c'est enlever des mauvais aliments, je mets des guillemets, enlever des mauvais aliments, les remplacer par des bons. Et ça diffère selon les personnes. Ça prend quelques temps. C'est une période inconfortable parce que le changement c'est inconfortable. C'est une période qui est un peu inconfortable parce qu'on tâtonne, on réapprend. Mais en même temps, justement, c'est hyper intéressant parce que quand on a ces démarches-là, c'est qu'on met du sens. Mais c'est juste un reformatage. Donc nous, dans le régime paléo, dans les grandes lignes, on vire le gluten, les produits laitiers de vache et le sucre raffiné. Donc, ce que je disais par rapport au gluten, aux farines, on change de farine. Pour les produits laitiers, tout à l'heure on parlait de crème fraîche, en aparté, de crème fraîche, on utilise la crème de coco, de la crème d'amande, etc. Pour le sucre raffiné, on utilise du miel, du sirop d'érable, du sucre de coco, des sucres qui sont naturels et avec un indice glycémique bas. Enfin, c'est juste changer ce qu'il y a dans nos placards. Et puis après, refaire des recettes avec ça et puis tester les choses. Mais finalement, c'est pas si compliqué que ça, c'est changer les choses. Oui, puis en fait, souvent on se rend compte que comme justement on a des premiers résultats, ça nous encourage à continuer. Ça, c'est super intéressant quand on fait du changement, c'est que si jamais il se passe rien, on se dit à quoi bon faire ça. En fait, c'est juste poursuivre une mode entre guillemets, ça sert à rien. Par contre, effectivement, si les gens voient que des petites pathologies qu'ils pensaient installées pour toujours disparaissent, qu'ils ont plus d'énergie le matin, qu'ils ont plus la pêche, voilà, pour eux c'est plus une contrainte. Effectivement, faire la cuisine pour beaucoup de gens c'est une perte de temps. Et ils se disent je ferais mieux à faire autre chose, passer mon temps devant les casseroles, j'ai autre chose à faire. Et effectivement, comme vous avez dit, au début, ça va être compliqué parce que les premiers jours, non seulement on n'aura pas les résultats, et en plus, on aura du temps en plus à passer. Donc, les gens vont dire, super, quoi. Mais il faut pousser un petit peu le truc et rapidement, en fait, on se rend compte que déjà, c'est super intéressant de redécouvrir les aliments, de reprendre la main un peu sur son alimentation, que finalement, acheter un produit tout fait, en fait, on sait pas ce qu'il y a dedans, on sait pas qu'est-ce qui a été mis dedans, le machin bidule, on sait pas ce que c'est, et là, quand on fait à manger nous-mêmes,
on sait 100% des produits qu'on va utiliser. Et ça, c'est souvent une grande prise de conscience, c'est que les gens ils disent, bah waouh, là je sais ce que je mange, quoi. C'est valorisant, quoi. C'est valorisant. D'être acteur de sa santé, c'est quand même super valorisant. Et par rapport aussi au faire, moi j'ai un petit garçon qui va avoir 10 ans, il a toujours eu l'habitude de faire à manger avec moi, et il a jamais été déficit, puisque à partir du moment où il sait d'où viennent les aliments, il les cuisine avec moi, il sait ce qu'il mange, quoi. Je lui apporte pas un truc tout préparé qui sort d'un carton. Et moi je comprends les enfants qui veulent pas manger des choses qui sortent du congélateur ou d'un carton ou d'une boîte de conserve. Moi-même j'en voudrais pas, parce que ça vient d'où ce truc. C'est les enfants qui ont raison de repousser leur assiette quand c'est dans ces cas-là. Moi les épinards à l'époque, j'aimais pas ça, parce qu'en fait j'en mangeais des pas bonnes à l'école, et aujourd'hui en fait j'apprécie, parce que manger des vrais épinards cuisinés de façon comme à la maison, bah ça n'a rien à voir, quoi. Donc effectivement on redécouvre des aliments qu'on pensait pas bons, quoi. Par méconnaissance, tout simplement. Et puis par aussi parce que du coup, si on mangeait avant, c'était pas des aliments de qualité, c'était des aliments pauvres, en fait. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Pour finir cette interview, j'ai posé mes questions avec mes connaissances sur ce qu'on appelle, alors j'ai dit régime paléo, tu as dit style d'alimentation paléo, je crois. Je peux dire régime paléo, hein, ça. Non, mais c'est vrai que moi aussi, pour moi, régime, c'est contrainte, alors que justement, pour moi, c'est tout le contraire. Découvrir que ce soit le régime paléo, végétarien, c'est tout le contraire que se priver d'eux, c'est justement s'ouvrir la porte de cuisiner autre chose et non pas se priver. Mais du coup, ça, c'était mes questions avec les petites connaissances que j'ai du régime paléo. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter à cette interview, justement pour notre audience qui souhaiterait cuisiner différemment, être en meilleure santé, voilà. Alors moi du coup, effectivement, tu dis régime paléo, moi je sais jamais le mot régime paléo, je dis le mot paléo, mais je mets le mot modèle. Je dis le modèle paléo. C'est déjà c'est le titre d'un bouquin de référence écrit par Mark Sisson, qui est un des papas, on va dire, du paléo dans le monde. C'est un des premiers qui a apporté ça. Et lui, il appelle ça le modèle paléo, parce que c'est un modèle global. C'est-à-dire qu'on parle pas que d'alimentation, même si toi, ton site et ta chaîne parlent beaucoup d'alimentation. Nous, on en parle aussi beaucoup, faut pas se leurrer. Mais on met l'alimentation, en fait, comme disait Blandine, sur un trépied. C'est-à-dire qu'en fait, c'est qu'une partie, finalement, d'une santé globale. Parce que si demain, quelqu'un qui est pas en très bonne santé, on lui donne de la bonne nourriture, il se fait manger paléo, mais qui reste toute sa journée, en fait, dans son canapé, à rien faire, à broyer du noir, voilà, il sera pas en bonne santé. En fait, l'alimentation est un pilier essentiel, un pilier nécessaire, mais c'est pas le seul. Donc nous, on parle beaucoup d'activité physique aussi sur notre site. On parle de bouger régulièrement, de faire des mouvements fonctionnels, c'est-à-dire des mouvements optimisés pour le corps humain, d'aller dehors, tout simplement, comme j'expliquais tout à l'heure, un peu comme nos grands-parents, tu vois. Donc c'est-à-dire pas forcément faire des trucs hyper intenses. On ne demande pas aux gens de monter sur des arbres ou de tracter des mires, on demande juste en fait de marcher plus, de plus courir, de plus juste bouger. Le mouvement en fait est extrêmement important parce que voilà, on est une machine, on est fait de muscles, d'os, de tendons, et si jamais on les utilise pas, eh bien ils vont s'user prématurément, on va avoir des faiblesses. Un exemple très bête, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont mal au dos, par exemple, on dit c'est le mal du siècle. Et on se dit, c'est dommage, parce qu'on reste beaucoup assis, etc. Et c'est pas faux, effectivement, la position assise, telle qu'on l'est, toi t'es assis, nous on est assis, c'est pas une bonne position pour le corps humain. Mais bon, parfois on n'a pas le choix. On peut compenser ça, en partie, en se musclant le dos. Sauf que beaucoup de gens, en fait, ils ont pas un dos musclé, et au final, la moindre petite douleur, la moindre choc sur le corps va faire qu'ils vont avoir mal, qu'ils vont avoir le dos verrouillé, etc. Et en fait, le but, c'est pas forcément résoudre le problème de mal de dos, c'est revenir à l'origine du problème. C'est pourquoi tu as mal au dos, parce que tu n'as juste pas en fait un dos assez musclé. Et souvent, quand on me dit, oui, mais musclé, on parle tout de suite à bodybuilder, on passe tout de suite à les gros muscles un peu à Conan le barbare. Et je dis, mais non, avoir des muscles, c'est pas forcément être hyper développé, c'est juste être tonique, avoir des muscles qui répondent, avoir pouvoir utiliser son corps comme on veut, quoi. Et ça, on en parle beaucoup aussi sur notre chaîne. Et donc, à part la partie activité physique, bien la partie mentale, hyper importante aussi, avoir un bon état d'esprit et puis un bon sommeil, voilà. Et on a fait quasiment le tour des piliers de la santé. Et c'est pour ça que nous on parle plus de modèle paléo plutôt que de régime paléo. On met l'alimentation pas forcément au-dessus du reste, quoi. Alors moi, je rajouterais quelques petites choses à ça. Je suis totalement d'accord avec tout ça. Souvent, moi, je prends comme modèle les enfants.
parce que je me rends compte que d'instinct, ils vont vers ce qui est bon pour eux. C'est qu'ils jouent, déjà, ils courent, ils jouent. Je pense que nous, en tant qu'adultes, on perd ça, malheureusement. Apprendre à jouer. Quand ils grimpent sur leur structure, c'est ça, hein, c'est ce qu'on devrait continuer à faire. Moi, j'adore grimper dans les arbres, encore adulte. Je vois un arbre, j'ai envie de grimper dedans. Mais ça, mine de rien, c'est bon pour notre motricité, pour tout ça. Même jouer aux jeux de société. C'est bon aussi pour le cerveau, c'est-à-dire qu'on passe un moment agréable, et ça fait du bien. Les endorphines, tout ça. Et j'avais autre chose. Typiquement, les enfants, tu vois, on parle de mouvement tout à l'heure, quand il se baisse, un enfant, il fait ce qu'on appelle un squat, c'est-à-dire un mouvement qui est justement naturel, optimisé, que d'ailleurs beaucoup de tribus, alors, au sens pas péjoratif, mais les tribus qui aujourd'hui en fait sont déconnectées de la civilisation, continuent à utiliser largement. Quand justement, ils mangent pas sur des chaises, ils mangent en squat, et c'est un mouvement naturel qu'on a complètement oublié. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas faire un squat, c'est-à-dire qui ne descendent pas bas parce qu'ils sont complètement verrouillés en termes de motricité. Leurs tendons, leurs muscles, leurs os sont un peu abîmés à force d'être tout le temps assis. Et un enfant, tu le jettes à la fin. Il ramasse un objet, il va ramasser avec un squat. Donc, effectivement, comme dit Blandine, c'est quelque chose de naturel que lui n'a pas encore oublié, on va dire, parce que c'est naturel. Et en fait, notre civilisation moderne nous fait oublier des choses essentielles de ce qu'on est, de comment on devrait fonctionner pour être en bonne santé. Et voilà, en fait, le modèle paléo, en fait, essaie de nous rappeler justement un petit peu tout ça. C'est des fondamentaux de notre passé, de nos ancêtres pour être en bonne santé, quoi. Pour illustrer ça, chez moi, ma table est au sol. Du coup, je mange en tailleur. C'est déjà mieux que assis. Voilà, je ne mange pas sur les chaises et mon fils n'est pas à l'aise quand il mange sur une chaise. Il bouge dans tous les sens parce qu'il n'est pas à l'aise. En fait, il a l'habitude de manger bas, mais comme la plupart des tribus dans le monde. Hein. Et en Asie d'ailleurs, ils mangent très souvent. Pour l'exemple, c'est que c'est pas une civilisation isolée de l'Asie, et pourtant eux, en très grande partie, ils mangent au niveau du sol. En fait, ils mangent en tailleur, et c'est pas par hasard. C'est parce que c'est une position qui est beaucoup plus naturelle que la position assise telle que nous on la connaît en Occident. Et pour en venir aussi au stress et à la bonne santé mentale, pour revenir sur les enfants, ils s'inquiètent pas autant que nous en tant qu'adultes. Ils ruminent pas le passé et ils s'inquiètent pas du futur. Ils vivent le moment présent. Voilà, ils vivent le moment présent. Et je pense que c'est aussi extrêmement nécessaire, et le extrêmement est faible, de vivre là-dedans. On est dans le présent, on vit dans le présent. Et le paléo, c'est ça aussi, c'est vivre dans le présent. Et puis, alors forcément, penser à son avenir dans le sens où on prend soin de notre santé. Mais c'est pas ruminer le passé, c'est pas s'inquiéter du futur, c'est vivre dans l'instant présent. Merci Blandine et Wilfried pour toutes ces informations. Moi, ce que je propose à nos auditeurs qui veulent en savoir plus, c'est bien sûr aller voir votre site Bimove qui est super bien fait. Il y a plein d'excellents conseils. Donc voilà, il y a le lien dans la description. Sinon, ça s'affiche sur la vidéo. Voilà, pour en savoir plus sur le paléo, que je conseille vivement comme mode alimentaire. Parce qu'en fait, moi, j'avais une mauvaise image du paléo. Et quand je vous ai entendu, je me suis dit, en fait, c'est pas bien loin de tout ce que je fais moi. Donc, en fait, le paléo, c'était peut-être comme les épinards. J'avais vu ça sur Marmiton. Et ils ne présentaient pas les bonnes recettes. Et c'est malheureusement la mauvaise image qui est véhiculée. Il y a beaucoup de mauvais articles qui tombent sur le paléo, qui disent, c'est le côté hyper ancestral au sens paléolithique. Donc beaucoup de gens vont dire, on peut pas vivre comme à l'époque du paléo. Ils ont raison sur le principe. Donc déjà c'est complètement biaisé. Et en plus, il y a un peu l'image aussi qui vient des États-Unis, c'est-à-dire que le mouvement paléo est né là-bas. Et notamment là-bas, ils ont une vision un petit peu différente de ce qu'on propose nous. C'est qu'ils sont très viande. Et nous, en fait, on est un petit peu plus modéré là-dessus, quoi. Donc, on a des différences et on n'est pas forcément d'accord avec ce qui vient des États-Unis, quoi. Surtout que pour revenir au terme paléo, à l'époque du paléolithique, contrairement à ce que certaines personnes pensent, ils chassaient peu parce que ça consomme beaucoup d'énergie d'aller à la chasse. Et c'est pas facile. Et il y avait des morts, hein, parce que du coup, aller à la chasse. Et donc, ils vivaient plus de la cueillette que de la chasse. Donc, ils mangeaient moins de viande que ce que les gens peuvent penser. Ok, et de toute façon, on va découvrir. J'invite les auditeurs à découvrir tout ça sur votre site parce que voilà, moi c'est l'impression que ça m'en a donné. J'ai fait la petite formation là de 6 vidéos qui m'a bien plu
Je trouve ça génial, donc voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview et de nous avoir éclairé sur l'origine paléo. Avec plaisir. Merci à toi. Salut. Merci. Merci, bye bye.